C'est bien défendu par Bopé Bocali qui a emmené. Moi, je veux voir ces joueurs-là les commenter à la télévision en direct. Pour le Léopard. Et moi, je veux les voir chicoter. Et derrière, c'est Polo Mpoko qui va partir sur le côté gauche. Le Léopard du Congo-Kinshasa face à Karel Boti, la frappe. Et ça chicote à Sklesin. Le Congolais qui va donner l'avantage. Brita Sombalonga qui enfin va signer le 100e but de sa carrière. Avec le fameux Fimbu, la célébration congolaise. Passement de jambes, faute de corps, accélération, tout y passe, la défense trépasse. En direct. C'est en direct. Salut à tous et bienvenue sur la Team Africa, le média d'actualité football pour l'Afrique francophone. On continue de partager cette passion et aujourd'hui nous avons une interview très instructive qui va vous ouvrir les portes du milieu du sport et du football, celle de Maheta Molango. On excusera Michel Tobo, l'actualité en RDC est particulièrement chargée et il doit la couvrir. Ce qu'il fait avec nous sur la Team Africa, c'est sur son temps libre et même s'il n'est pas à l'écran, il apporte toujours sa contribution et participe. C'est important de le dire, c'est une question de respect. Ce sera suivi d'un discours qui parle de l'Afrique et de ses défis plus particulièrement, discours auquel j'adhère et que je souhaitais donc partager avec vous. Et enfin, un fan, un follower de ma page officielle, ma page Facebook, Empire KDB, qui a écrit et composé un poème sur le coronavirus. Allez, c'est parti, on donne le coup d'envoi de ce direct avec l'instant interview et la présentation de notre invité. Mais d'abord, le jingle, histoire de se détendre un petit peu. Mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier? J'étais à la merde. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul. You were playing badminton. Badminton. Putain, je loupe mon dégagement, je fais n'importe quoi, je me prends des buts et tout ça, c'est trop nul. Des questions, tu me poses toujours des questions hors du commun, quoi. Mais non, parce que t'es vraiment le bouffon des journalistes. Le bouffon des journalistes. Et oui, nous autres médias, nous sommes des bouffons comparés aux acteurs comme notre invité du jour qui est né en Suisse le 24 juillet 1982 d'un papa congolais. Il a connu de nombreux clubs au cours de sa carrière de footballeur professionnel. Il a fait des études de droit pour intégrer l'une des plus grandes firmes d'avocats au monde. À 33 ans, il prenait les commandes du RCD Mallorca qu'il a mené jusqu'à un retour épique en Liga espagnole. C'est un exemple de réussite qui pourra inspirer notre jeunesse africaine. Une interview des plus instructives pour toute la planète football, mais pas seulement. Sans plus tarder, on vous dévoile le contenu. Voici pour vous Maheta Molango. Bonjour Maheta, merci de nous accorder votre temps. Comment allez-vous ? Bonjour, merci à vous. Alors la situation que vit le monde actuellement est sans précédent, c'est historique avec le coronavirus. Comment est-ce que vous gérez le confinement et comment est-ce que ça vous affecte personnellement ? Bon, c'est clair que c'est une situation qui est difficile pour tout le monde. Moi, actuellement, je réside en Espagne, qui, comme vous le savez, est un pays qui a été pas mal touché par la pandémie. Concrètement, je suis à Majorque, donc c'est vrai qu'au niveau sanitaire, le fait que ce soit une île a permis assez rapidement de contrôler la situation. D'ailleurs, je pense qu'on est une des régions qui sortira la première du confinement. Par contre, c'est vrai qu'il y a une préoccupation aussi au niveau économique, dans la mesure où à la fin, 80% des recettes de l'île sont liées directement ou indirectement au tourisme. Et c'est vrai que le fait que les touristes ne puissent pas venir, c'est quelque chose qui préoccupe ici en ce moment. Mais je dois dire qu'en général, je pense que la situation a été assez bien gérée et qu'il semblerait qu'on commence un petit peu à voir un peu de lumière à la fin du tunnel. On rappelle que vous étiez le président du RCD Mallorca, donc à Majorque. Auparavant, vous avez été joueur professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de votre carrière en tant que joueur pro ? Bon, je vais essayer d'être court parce que c'est vrai que j'ai assez bourlingué. Moi, j'ai grandi en Suisse. Je suis né en Suisse.
J'ai joué en Suisse jusqu'à 18 ans. Mon dernier club était le FC Bienne, en première ligue à l'époque, qui était l'équivalent de la 3e division en Suisse. Et puis après, j'avais été recruté par l'Atlético Madrid. Donc, à 18 ans, je suis parti à Madrid, chose qui a été extraordinaire pour moi au niveau professionnel et au niveau personnel aussi. Donc, je suis parti jouer à l'Atlético Madrid. C'est là aussi que j'ai commencé mes études de droit et de sciences politiques en parallèle de ma carrière de foot. Donc, j'ai passé 2 ans à l'Atlético Madrid. Et puis après, je suis parti en Allemagne, à Wacker Burghausen. J'étais à l'époque en 2e division en Allemagne. D'ailleurs, j'avais été recruté durant un stage avec la sélection du Congo au mois 21 à Nancy. On avait joué contre l'AS Nancy-Lorraine. Donc, c'est vrai que c'est curieux comme mes origines m'ont aussi ouvert des portes. Et puis après, de là, je suis parti en Angleterre. J'ai joué 3 ans à Brighton Hove Albion, qui sont actuellement en Premiership, même si à l'époque, ils jouaient en D2, en Championship. Et puis après, à 25 ans, la dernière année à Brighton ne s'était pas bien passée. Donc, j'avais envie un petit peu de changer d'air, d'explorer d'autres choses. Et disons, ce qui s'est passé, c'est que j'avais exactement fini à ce moment-là mes études de droit et de Sciences Po. Et j'ai décidé de me lancer dans le monde du droit pour voir comment est-ce que mon CV allait être reçu dans ce secteur-là. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir être engagé par Baker McKenzie, qui est un cabinet d'avocats américain, probablement un des plus grands, avec des bureaux dans 43 pays, je pense. Et c'est là, disons, où ma deuxième vie a commencé. C'est un sacré parcours, hein. D'ailleurs, si on regarde votre carrière, c'est assez atypique. Souvent, les gens se disent qu'un ancien joueur est plutôt enclin à se reconvertir dans le coaching, le management ou comme consultant à la télévision, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on devient président d'un club historique comme le RCD Mallorca, club qui, on va quand même le rappeler, nous a révélé le grand Samuel Eto'o? Ben, écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai laissé Brighton, donc je suis entré chez Baker McKenzie. Je suis parti durant une année, juste donc ça, c'était en 2007. En 2008, je suis parti durant une année faire un master à Washington. Je suis devenu avocat aussi disons, au barreau de New York. Et quand je suis revenu en 2009, je me suis rendu compte que dans une entreprise comme Baker, c'est une pyramide. Donc, soit vous amenez quelque chose de différent à la table, ou soit il va arriver un moment où ça va être difficile de continuer à monter. Et c'est là où je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui me rendait différent de mes collègues. Et c'est là où le fait d'avoir joué dans 4 pays, de connaître le vestiaire, de comprendre comment est-ce que les gens pensent dans le secteur du foot, m'a permis de proposer la création d'un département orienté au conseil à des sportifs, à des agents, à des clubs, à des investisseurs, à des fédérations. Et en fait, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est de créer, disons, un département spécialisé dans le sport, autant au niveau local à Madrid. Donc, j'étais, disons, celui qui cofondateur de ce département, et aussi au niveau global, avec l'aide d'une personne qui travaille chez Baker McKenzie à Genève, Olivier Ducret. On avait, disons, cofondé, disons, le département au niveau global chez Baker McKenzie. Et donc, après 9 ans chez Baker McKenzie, précisément, un de mes clients américains, qui est le propriétaire des Phoenix Suns de basket, de la NBA, on avait réussi à le convaincre que c'était le moment d'investir en Espagne, que les choses avaient changé, que le football espagnol était devenu sérieux, qu'il y avait des règles de fair play financier, qu'il y avait la possibilité que les droits TV augmentent d'une manière très importante, parce qu'on est passé d'un modèle de vente individuel à un modèle de vente collectif. Et voilà, et donc cette personne-là a décidé d'investir, de venir en Espagne, d'acheter un club. Et quand il a acheté son club, et d'ailleurs, par ailleurs, il est venu avec Steve Nash, l'ancien joueur de la NBA, donc c'était Robert Sarver, propriétaire des Phoenix Suns, Andy Kohlberg, propriétaire lui aussi des Phoenix Suns et fils du fondateur de KKR, le fonds d'investissement américain, et Steve Nash. Et voilà, et quand ils ont acheté le club, ils m'ont demandé si je voulais me lancer avec eux dans l'aventure de la gestion dans le monde du sport. Moi, j'avais été joueur, j'avais été, disons, avocat, mais j'avais aucune expérience dans la gestion. Donc, c'est vrai que ça a été une aventure extraordinaire. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve, disons, dans la direction d'un club de foot. D'accord, c'est une superbe histoire. Et quel âge aviez-vous quand vous avez été nommé président du club à Majorque?
J'avais 33 ans. 33 ans. Donc, c'est vrai que c'était une expérience incroyable pour moi, dans le sens où, comme je disais, j'avais de l'expérience au niveau de la gestion, au niveau du conseil, parce que j'avais été chez Becker durant 9 ans. J'avais aussi passé une année comme avocat de l'Atlético Madrid. Donc, c'était une expérience qui m'avait aussi donné la possibilité de connaître les grands agents, parce qu'on avait fait le transfert de Mandzukic à la Juve, de João Miranda à l'Inter, le transfert de Jackson Martinez de Porto à Atlético Madrid. Donc, c'est vrai que là, ça m'a permis, disons, de comprendre comment est-ce qu'un club est géré, parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sous les ordres de Miguel Ángel Gil, le propriétaire d'Atlético Madrid, qui est pour moi un des grands dirigeants du football mondial. Et j'avais l'intérêt, j'avais la curiosité de voir comment est-ce que moi, je serais capable de gérer un club sur la base de ce que j'avais appris comme joueur et comme conseil. Et voilà, et je me suis lancé. Et c'est vrai que les débuts étaient compliqués, parce qu'on s'est retrouvé dans un club qui était 4e avant-dernier à l'époque, en 2e division, avec des supporters aigris, tristes, parce que Mallorca est comme un club qui a joué la Champions League, qui a joué la dernière édition de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 2003 à Birmingham contre la Lazio, à l'époque de Vieri, de Favalli, de Marchegiani, de Nedved, c'est-à-dire c'est un club qui connaît, disons, d'ailleurs il n'y a que 8 clubs en Espagne qui ont joué une finale européenne, et Mallorca est un de ces clubs, avec une tradition aussi, un lien avec l'Afrique, non seulement de la part d'Eto, mais aussi avec Lauren, avec Ngonga, qui après a représenté l'Espagne, mais qui a des origines de Guinée équatoriale. Donc c'est vrai que c'est un club un grand club qui était en D2, qui était en difficulté au niveau financier, en difficulté au niveau sportif, et on a pris le challenge, et c'était pas facile. La première année, on est descendu. Pardon, on est arrivé en janvier 2016, on s'est maintenu 6 mois, et puis après, on est descendu de catégorie l'année suivante, chose qui était un drame, parce que les supporters, bien entendu, ils s'attendaient à ce qu'on monte, et on est descendu. Par contre, ça nous a permis de prendre des décisions, disons, qui étaient fondamentales, qu'il fallait prendre, dures, mais qu'il fallait prendre, et qui nous ont permis en 2 ans de faire 2 montées consécutives et de se retrouver à la Liga de nouveau cette année. Ouais, c'est quand même assez exceptionnel. C'est assez rare d'avoir 2 montées successives pour n'importe quel club. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle finalement au sein de la formation espagnole? Quel est le rôle d'un président dans un club comme celui de Majorque? Mon rôle était un rôle assez disons, large, dans le sens où j'étais CEO, c'est-à-dire j'étais un président exécutif, et donc je couvrais tous les départements du club, c'est-à-dire les décisions au niveau sportif, les décisions au niveau de ticketing, au niveau du sponsor, au niveau des ressources humaines, des finances, c'est-à-dire, bien entendu, j'avais des responsables de département dans chacun de ces départements, mais à la fin, c'est moi qui avais la responsabilité sur tout le club, chose qui n'est pas toujours le cas en Europe, parce que souvent, disons, le président qui occupe mon rôle est aussi le propriétaire. Donc, c'est vrai que ça justifie le fait qu'il contrôle tout. Mais dans mon cas, j'avais eu la grande chance que les propriétaires avaient eu confiance en moi et m'avaient donné, disons, le mandat de pouvoir, disons, superviser le club, disons, dans sa totalité. Chose qui a été très intéressante, parce que c'est vrai que j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur des domaines que je ne maîtrisais pas forcément dès le départ. Et on a construit un projet fantastique, un projet où on est passé de perdre 8 millions d'euros en 2016 sur un budget de 10, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait de la marge pour s'améliorer au niveau de la gestion, à une situation où 4 ans plus tard et 2 montées consécutives après, on se retrouve dans une situation où si ce n'était pas parce qu'il y a eu la situation avec le Covid-19, on aurait été un club qui aurait fait 18 millions de bénéfices, sans vente de joueurs, c'est-à-dire simplement sur la gestion, disons, de la partie business, ce qui nous aurait mis dans la position d'être le 3e club avec le plus grand bénéfice en Espagne, devant des clubs comme le Barça. Donc, je ne parle pas de recettes, je parle de bénéfices. De bénéfices, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'avoir pu, disons, remettre Mallorca dans la catégorie qui lui correspond. Et voilà, donc ça a été une aventure extraordinaire. Il y a combien d'employés au RCD Mallorca? Juste pour donner une idée aux gens vis-à-vis de la taille de l'entreprise finalement. Écoutez, il y a d'une part, disons, toute la partie de gestion. Et là, vous aurez peut-être entre tout, peut-être 100 salariés.
Il y a entre 20 et 30 qui sont, disons, dans le day-to-day, c'est-à-dire marketing, ticketing, finance, ressources humaines, etc. Puis après, vous avez la partie sportive, disons, les joueurs et tout l'entourage des joueurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Vous avez 4-5 physios, vous avez un médecin, vous avez un podologue, vous avez disons, un nutritionniste, c'est-à-dire il y a un écosystème qui devient chaque jour plus grand, des analystes. Donc, à la fin, vous avez plus ou moins 100 personnes qui travaillent d'une manière, les scouts, non, parce qu'il faut du scouting pour le club, etc. Et puis après, c'est vrai qu'après, le club, c'est une académie de 300 enfants avec tous les entraîneurs, disons, qui sont liés à ça. Donc, à la fin, c'est une entreprise qui a entre 400 et 500 personnes qui sont liées au club. D'accord, c'est une très très grosse entreprise. Et pour vous, personnellement, quel est le plus beau moment de votre passage à la tête du RCD Mallorca? Bon, je pense que c'est facile parce que je pense que la nuit du 22 juin de l'année passée, 2019, quand on a été capable de gagner la finale des playoffs contre le Deportivo La Corogne, après avoir perdu 3 jours avant 2-0 à l'extérieur et avoir remonté 3-0 à la maison, alors qu'ils avaient un budget de 25 millions pour les joueurs et nous 5 millions pour les joueurs. Ouais. Je pense que c'est un moment de très grande fierté. Il y a beaucoup de joueurs avec qui on tisse un lien quand même différent au niveau personnel. Et après 6 ans durant lesquels Mallorca n'a pas été capable de revenir en première division, malgré le fait qu'ils avaient eu des gens comme Marco Asensio, des gens comme Doudou Awate, des gens comme Nunes, c'est-à-dire il y a eu des grands joueurs qui sont passés par Mallorca en D2 et qui n'ont pas été capables de le ramener en D1. Et c'est clair que pour moi, ça a été une très, très grande fierté d'être capable d'atteindre cet objectif-là. Oui, puis financièrement, c'est bien de le souligner parce que ça reste quand même un très bel exploit sportif. Maintenant, on va passer à un autre sujet. En février dernier, vous avez quitté la direction du club espagnol. Souvent, on le sait, quand les résultats de l'équipe ne sont pas bons, ce sont les entraîneurs, les managers qui sont généralement limogés. Est-ce que le risque est le même pour un président de club? Bon, à la fin, nous, on est dans une industrie où on doit savoir que tout se base sur les résultats. C'est-à-dire, on doit accepter qu'à la fin, les résultats doivent être là. C'est ça qui marque la différence à la fin. Dans mon cas spécifique, ce n'était pas forcément les résultats, c'est une question de vision du club. Je pense que moi, j'avais une certaine vision du club par rapport au présent et au futur du club. Disons, les propriétaires avaient une vision différente à la mienne, chose qui est normale et qu'il faut accepter avec de manière très naturelle parce qu'à la fin, c'est eux qui mettent l'argent, non? Ouais. Et c'est leur projet, mais je pense que c'est important d'être aligné parce qu'à la fin, c'est moi qui suis ici, c'est moi qui dois donner, disons, aussi la face aux spectateurs, face aux médias, et donc c'est important d'être aligné, c'est important de croire au message et je pense que quand on n'est pas aligné dans un projet, il faut trouver une solution et ça a été un petit peu mon cas, non? Mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les coachs qui sont exposés, mais c'est les résultats, c'est la vision. Dans mon cas, c'est pas seulement une question de résultats, c'est plutôt une question de vision. Donc, quels sont les plans qu'on a? Et quand on est celui qui dirige le bateau, c'est important qu'on soit aligné avec le propriétaire du bateau. Et oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure, hein, le RCD Mallorca est promu en Liga cette saison. On va rappeler à nouveau que le club a connu 2 montées successives depuis la 3e division. C'est très rare. Quelles sont les plus grandes difficultés quand un club monte 2 fois d'affilée? Ben c'est si rare qu'en fait, il n'y a que 6 équipes qui ont réussi à faire ça dans toute l'histoire du football espagnol. Et on est la seule équipe à avoir été capable de faire d'abord une relégation et après 2 montées consécutives. Je le dis parce que pour moi, on a beaucoup appris de l'échec. C'est-à-dire, moi, personnellement et au niveau professionnel, j'ai beaucoup appris de l'échec de descendre en D3. D'ailleurs, je dis souvent que mon premier succès a été la relégation. D'accord. Parce que c'est vrai que sur le moment, on souffre, mais à la fin, c'était un club avec beaucoup de vices du passé, avec beaucoup de gens qui étaient trop confortables, non, dans le sens anglais du mot. Ouais. C'est-à-dire, on était dans la zone de confort, il y avait beaucoup de gens qui nous parlaient du passé au lieu de penser au présent. Il y avait, disons, des attentes qui étaient hautes et des résultats qui étaient bas. Et donc, du coup, je pense que tout d'un coup, descendre en D3, ça nous a ouvert les yeux, ça nous a permis d'être beaucoup plus humbles.
et surtout de comprendre qu'à la fin, l'important, ce n'était pas forcément la qualité des joueurs qu'on signait, technique ou tactique, sinon la qualité humaine des gens qu'on amenait dans notre projet. Non? Et donc, je pense que la clé de notre succès a été de changer la culture du club sur le terrain et en dehors du terrain. Non? Et à la fin, quand vous êtes un club comme Mallorca, qui a les infrastructures, qui a l'histoire, qui a la tradition, une fois que vous êtes capable d'amener des gens qui sont bons au niveau professionnel, qui sont engagés, committed, donc c'est-à-dire qui sont prêts, disons, à travailler de longues heures, parce que ce n'est pas un travail qui va de 9h à 16h, malheureusement, ce n'est pas ça. Et donc, celui qui n'est pas préparé pour ça, il doit simplement se dédier à autre chose. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était possible dans un club de foot. Et troisièmement, des gens qui doivent être loyaux à un projet, non? Fidèles à un projet, à une idée. Et si vous ne réunissez pas ces trois caractéristiques-là, malheureusement, vous ne pouvez pas former partie de ce projet. Et c'est un petit peu ça qu'on a fait. On a fait une révolution totale. On est descendu sur 25 joueurs qu'on avait en D2 à l'époque. 21 sont partis. Ah oui. Et puis après, sur les 4 qui sont restés, on a vendu Brandon Thomas au Stade Rennais. Donc, on en a gardé 3, dont un qui est africain, Lago Junior. Ouais. C'est un extraordinaire et un très, très bon joueur aussi, qui a su être humble et travailler dur, descendre avec nous en D3, nous donner un coup de main, monter avec nous comme grand protagoniste en D2. Il est ivoirien. Et au jour d'aujourd'hui, en Liga, il a déjà marqué 4 buts. Et c'est une source de fierté d'avoir des joueurs comme lui, en plus africains comme moi, qui descendent, qui s'ouvrent, qui savent. C'est un symbole de ce que nous, on a réussi à faire, c'est-à-dire de changer la culture, d'amener des gens qui ont faim, des gens qui ont de l'ambition, mais une ambition collective et pas une ambition individuelle. Et voilà. Et puis après, c'est pour ça qu'on est très fiers, par exemple, d'avoir battu le Real Madrid au mois d'octobre, 1-0. Un but de Lago Junior aussi. Et on avait, je crois, 6 joueurs qui avaient évolué avec nous en D3 et 8 qui avaient évolué avec nous en D2. Et on reste le budget le plus bas en première division. Non? Et donc, je pense que le succès de tout ça, c'est le changement de culture, disons, d'entreprise qu'on a réussi à faire. Et puis après, c'est clair que le défi, c'est que le pari pour montrer de D3 en D2, c'était un pari de donner des contrats à long terme avec des joueurs pour les attraire en D3, parce que la D3 espagnole, c'est terrible. Ouais. C'est une division où il y a 4 groupes, beaucoup de terrains d'herbe synthétique. Donc, c'est-à-dire que le dimanche, je jouais à Somos, qui est un terrain de première division, grand, herbe naturelle. C'est vraiment des conditions de première division. Et le jour d'après, vous allez à Saguntino. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas où c'était, je dois l'admettre. Et petit terrain, herbe synthétique, les supporters qui sont carrément sur vous. Donc, c'est vrai qu'au niveau mental, il fallait trouver des joueurs qui étaient prêts à aller lutter sur un terrain inondé un dimanche à Sagunto, et puis après la semaine suivante, de jouer à la maison à Somos, puis la semaine suivante, d'aller de nouveau à Llagostera sur un terrain synthétique, puis après la suivante, d'aller à Elche, qui est un terrain de D1. Donc, disons, d'avoir des gens qui soient prêts mentalement, mais c'est vrai qu'à la fin, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient parfaits pour le projet en D3, qui n'étaient plus pour la D2. Ouais. Donc, il fallait leur trouver, disons, il fallait les caser. Et puis après, comme on est monté tout de suite, on s'est retrouvé avec une situation semblable en D2 quand on est monté en D1, c'est-à-dire des joueurs qui étaient parfaits pour le projet en D2, mais qui malheureusement n'étaient pas prêts ou n'étaient pas encore prêts pour la D1. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion de l'effectif, c'est un challenge passionnant. Ah oui, c'est tout à fait passionnant et c'est très compliqué, on a pu le comprendre. On va faire une petite comparaison, beaucoup suivent aussi la Première Ligue en Angleterre, dans d'autres championnats, dont le championnat anglais notamment. On parle beaucoup de l'impact financier que peut avoir une relégation en Championship, en deuxième division. Quels sont les impacts pour un club espagnol quand il se retrouve relégué en deuxième division, en division inférieure? Ben écoutez, c'est très facile. La source de recettes, disons la source principale de recettes en Espagne, c'est les droits TV. Donc, c'est ça qui va marquer la grande différence au niveau des divisions. Donc, un club comme Mallorca, qui en D1 en ce moment serait le club qui reçoit le moins de droits TV, va recevoir 46 millions minimum si on se maintient en D1. En D1. En D2, vous allez recevoir 6 millions, donc 40 millions moins. Et en D3, vous allez recevoir 0. Ouais. Donc c'est vrai que dans notre cas, la descente en D3, c'était un drame parce qu'on se retrouve avec 0 de droits TV.
on se retrouve avec un grand point d'interrogation sur la partie des supporters parce que combien de gens vont venir? Est-ce qu'ils vont être prêts à payer? Des gens qui sont habitués à voir des grands matchs, est-ce qu'ils vont venir voir des matchs qui, a priori, ne sont pas alléchants? Au niveau des sponsors, qui va vous soutenir? Donc, c'est vrai que quand on est descendu, c'était une feuille en blanc. Ouais. Là, il fallait tout écrire. C'est pour ça que c'est vrai que le Covid-19 est une situation difficile. Mais je dois dire que nous, on est vraiment très habitués enfin, dans mon cas, je suis habitué à la gestion de la crise. C'est ça que j'ai fait durant 4 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissage au niveau de la gestion d'un club sportif qui peut être appliqué au jour d'aujourd'hui, de la gestion d'une d'une entreprise normale. Parce que nous, on est vraiment habitués à ce que tout d'un coup, du jour au lendemain, on passe à être un club qui gagne 46 millions de TV, un budget de 60 millions, à être, un jour après, le jour où on descend, un club qui tout d'un coup n'a un budget que de 10 et qui reçoit 6 de TV. Et qui, une saison après, peut se retrouver à être un club qui a un budget de 3 et qui reçoit 0 télévision. Donc pour nous, dans le monde du sport, la crise est une situation normale. Ouais. L'instabilité est normale, la précarité est normale. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'apprentissage, de leçons à tirer du monde du foot en ce moment pour la gestion de ce qui est le Covid-19. Vis-à-vis des entreprises, oui, parce que ce sont des business. On va enchaîner sur un sujet un petit peu différent, c'est la Liga espagnole et l'Afrique. Alors, on en a parlé un petit peu auparavant, la Liga a de grands projets pour le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, moi je pense que la Liga s'est rendu compte que l'Afrique va beaucoup au-delà de la vision que certaines personnes en Europe peuvent avoir. C'est-à-dire c'est un pays extrêmement riche en ressources. C'est un pays où tout ne tourne pas seulement au niveau de la pauvreté, au niveau disons des arts. Non, on est un pays avec des cerveaux, avec des gens, disons, formés, avec des gens qui ont des idées, avec des compagnies qui grandissent, non, qui grandissent énormément et qui commencent, disons, à entreprendre un chemin inverse, c'est-à-dire des Africains qui vont dans d'autres pays, non, et qui créent des compagnies importantes dans d'autres pays et qui grandissent au niveau international. Et donc, je pense que le projet de la Liga, c'est le projet de dire, voilà, l'Afrique doit aller au-delà de la responsabilité sociale. Ce n'est pas seulement des projets liés à ça, ça doit être des projets de business, c'est-à-dire il y a du talent, il y a des compagnies, il y a des ressources économiques et je pense que c'est intéressant de voir comme tout d'un coup, les opportunités ne sont plus en Europe, mais sont ailleurs. Non, elles sont en Amérique latine, elles sont en Asie, elles sont en Afrique. Et je pense que la Liga a compris qu'au jour d'aujourd'hui, on ne vit plus de ce qu'on est capable de générer en Europe, sinon qu'on doit aller chercher d'autres opportunités ailleurs. Et sans aucun doute, l'Afrique est un continent fantastique et plein d'opportunités. Vous êtes né en Suisse, vous avez des origines en RDC. Quel est votre attachement pour le Congo, personnellement? Écoutez, mon père est congolais. Toute la famille de mon père, du côté de mon père, sont congolais, avec une famille qui est très fière de ses origines. Donc, moi, j'ai toujours été très attaché au Congo. Je connais bien son histoire depuis l'époque de Patrice Lumumba. Enfin, j'ai toujours suivi de manière assez proche l'évolution du pays. Notre famille est d'origine de l'Équateur, de Bumba, même si mon père est né dans l'Est, à KCC. Pour des raisons liées au travail de mon grand-père, mais après il a passé une grande partie de sa vie à cheval entre Kinshasa et Lubumbashi. Donc, disons qu'il a toujours partagé avec nous beaucoup de choses sur le pays, sur la culture, sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai eu la grande chance, et pour moi c'est un orgueil de pouvoir représenter mon pays, non, au niveau foot. Et c'est vrai que ça a été une expérience pour moi extraordinaire, hein, extraordinaire. Vous voyagez régulièrement au Congo? Mais j'ai eu la chance de pouvoir y aller, oui. J'ai eu la chance de pouvoir jouer au Stade des Martyrs, qui pour moi est une expérience inoubliable. En plus, dans le cadre d'un match de qualification pour les Jeux Olympiques 2004 d'Athènes, où on avait battu le Rwanda 1-0 au Stade des Martyrs. En plus, un derby local qui était spécialement important pour nous. Et donc, c'est vrai que c'était extraordinaire. J'ai eu la chance aussi de visiter d'autres pays africains, donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de pouvoir mettre les choses en contexte, non? Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maghreb,
là où j'ai pu aller au Maroc aussi, l'Afrique du Sud. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir visiter plusieurs pays africains. Et je pense que c'est important parce que ça nous permet de mettre des choses en perspective et de se rendre compte qu'on a un pays avec un potentiel immense et qui souvent il ne tient qu'à nous de pouvoir saisir cette opportunité-là. Est-ce que vous comprenez le Lingala? Oui. Comme je vous disais, mon père nous a toujours, disons, tenu à ce qu'on soit lié à nos origines. C'est vrai que malheureusement, je ne pratique pas. Donc, c'est vrai que je ne serais pas capable de tenir une conversation durant 3 heures au jour d'aujourd'hui en Lingala, mais je le comprends. Et si je devais, disons, repartir sur le Congo, je ne pense pas que j'aurais besoin de beaucoup de temps pour pouvoir être capable moi-même de m'exprimer de manière très fluente, comme disent les Anglais. Oui, très courante, précisément. Que pensez-vous du football congolais? D'abord de la sélection nationale et ensuite de la Vodacom Ligue 1, de la Lina Foot. Écoutez, moi j'ai eu la chance de pouvoir connaître Sengi Biembe, parce que c'est lui qui avait, disons, à l'époque, été capable de nous rassembler. C'est lui qui avait créé l'équipe des Léopards, disons, moins 21 pour cette fameuse qualification aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai un petit peu suivi depuis la distance un petit peu son travail au sein de la sélection. J'ai aussi pu un peu suivre un petit peu le travail du coach Ibenge, qui a aussi fait du bon travail. Donc, à mon avis, la question de la sélection du Congo, c'est d'être capable un jour d'amener la sélection à un niveau disons, de professionnalisme et de sérieux qui fasse que tous les jeunes Congolais qui optent pour jouer dans d'autres sélections européennes décident de jouer pour nous, de jouer pour le Congo. C'est vrai que c'est pas un choix facile, surtout quand vous jouez dans un grand club. Ça m'est arrivé à l'époque parce que moi, je jouais à l'Atlético Madrid quand j'étais parti jouer avec le Congo. Et donc, je pense qu'on doit se donner les moyens, comme sélection, de pouvoir être attractif pour ce genre de joueurs-là, parce que c'est clair qu'on a des très, très grands joueurs, non? Et c'est pas seulement les Bakambu, mais c'est aussi les Matuidi qui ne jouent pas aujourd'hui avec le Congo, non? À l'époque, les Shabani Nonda, les Loa, c'est-à-dire on a un pays avec une richesse au niveau de talent qui est exceptionnelle. Moi, à l'époque, dans ma génération, il y avait Rita Ilunga, qui avait joué à la Saint-Etienne, puis après à West Ham. Il y avait Mbala Biscotte, il y avait Matumona Roum, Trésor Luntala. Enfin, il y avait Guylain Dumbusumbu. Il y avait des très, très bons joueurs, mais c'est toujours un petit peu le débat de ne pas perdre nos meilleurs talents, disons, qui décident de défendre les couleurs d'autres sélections, parce que parfois, c'est pas toujours une réalité facile de venir jouer avec notre sélection. Mais je reste convaincu qu'on est un pays qui n'a vraiment rien envié au niveau talent à aucun autre pays d'Afrique. Et puis après, au niveau du championnat, je pense qu'on suit tous, même si c'est pas facile souvent de suivre le championnat congolais depuis la distance, ce que le TP Mazembe fait. Je pense que c'est un orgueil de voir un club congolais se frotter au plus grand lors de la Confédération. Donc ça, je pense que c'est un message fantastique pour nous, parce que ça démontre qu'il y a du gros talent. Puis après, il y a bien sûr le Vita Club qui lutte, même si maintenant l'arrêt du championnat ne lui permettra pas éventuellement de pouvoir être champion. Ça ne sera peut-être pas cette année. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. C'est clair qu'on est tous conscients des limitations au niveau des infrastructures, au niveau du manque de sponsors. Et donc, je pense que c'est un travail de tous les éléments clés du football congolais pour faire en sorte qu'on puisse attraire de meilleurs sponsors, on puisse être considéré de manière un peu plus sérieuse, parce que pour moi, le championnat congolais est aussi bon, sinon pas meilleur que d'autres championnats comme celui ivoirien, comme celui sud-africain. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de se sentir inférieur, mais c'est vrai qu'il faut se donner les moyens. Est-ce que personnellement, vous êtes impliqué dans le football africain? Mais écoutez, impliqué... moi, jusqu'au mois de février, j'étais très impliqué dans mon travail journalier au niveau de Mallorca. Et je dois dire que c'est un travail qui est à 140%, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, dans ma réalité, nous, on était le club avec le plus d'Africains au niveau de la Liga. On avait 4 joueurs africains, 5 si on compte un autre joueur qui était à cheval entre la première division, la première équipe et la deuxième équipe. Donc moi, j'ai toujours été un grand ambassadeur dans ce sens-là du football africain, parce que j'y crois, parce que je pense qu'il y a du talent, mais je pense qu'il faut aussi trouver un environnement qui permette, disons,
aux talents africains de pouvoir grandir, de pouvoir s'adapter. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde de changer de réalité au niveau culturel, au niveau tactique, au niveau technique. Donc, c'est clair que je pense que c'est question que les talents africains puissent trouver, disons, l'écosystème correct pour pouvoir éclore. Et nous, comme je vous disais, on a Lago Junior, on a Baba Ram, donc Lago Junior qui est ivoirien, on a Ibrahim qui est ivoirien, qui vient de l'académie de la SEC, Mimosa, avec qui on collabore. On avait Baba Rahman de ex-Chelsea. Et on avait Lumor, lui aussi ghanéen auprès du Sporting Lisbonne. Et on avait Baba Idrissou, qui pour moi est un des très grands talents de l'avenir, qui lui est un milieu de terrain, lui aussi ghanéen. Donc on avait 3 Ghanéens et 2 Ivoiriens. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir plus de présidents et d'entraîneurs africains ou d'origine dans les championnats majeurs, les grands championnats comme la Liga ? Ben, j'espère. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne pourrait pas être le cas. Comme je disais tout à l'heure, moi je donne beaucoup d'importance à lancer le message sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique, ce n'est pas seulement la misère. C'est un pays avec des gens formés, avec des gens ambitieux, avec des gens avec du talent. Et j'espère que disons que le fait que moi j'ai pu être ici durant 4 ans à la tête d'un club espagnol, en étant probablement le premier, je peux dire, le premier, non seulement étranger, mais aussi dirigeant d'origine africaine à la tête d'un club espagnol. Et très franchement, j'ai jamais senti aucun épisode, disons, de rejet, de racisme. Au contraire, je pense que c'était une opportunité fantastique de montrer qu'on a d'autres idées et qu'on peut amener des choses positives au football européen. Donc moi, j'espère très franchement que ça va ouvrir la porte à d'autres. J'espère que ça va inspirer des gens qui ont envie de faire des choses dans le monde du foot. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est parce que j'ai travaillé. Je suis pas le fils de quelqu'un de spécialement connu. Ouais. Mon père est un thérapeute de famille, donc et ma mère travaille dans le social, donc j'ai pas d'une famille, disons, qui m'ouvrait des portes dans ce sens-là. Et ça prouve que le travail, la détermination, la planification sur le long terme peut aussi amener ses fruits. Est-ce que vous avez des projets ou des pistes pour la suite de votre carrière ? Ben écoutez, en ce moment, je suis un petit peu dans une phase d'analyse, de comprendre comment est-ce que les 4 ans majeurs se sont passés, quel genre de leçons on peut tirer de ces 4 ans-là. Je pense que c'est une très belle histoire qui a réussi à attraire l'intérêt de plusieurs investisseurs qui aimeraient peut-être acheter un club et refaire le même parcours, même si ça sera très compliqué, oui, qu'on a fait à Majorque. Donc, je suis en contact avec plusieurs investisseurs, avec quelques fonds d'investissement aussi qui pensent à racheter des clubs ici en Espagne. Il y a aussi 2-3 situations par rapport à des clubs qui sont en train de penser à changer leur management. Donc, on va voir. Je vais essayer d'être patient, même si la patience n'est pas une de mes majeures vertus. Mais je vais essayer d'être patient parce que je pense que c'est important de faire le bon choix, de trouver le bon compagnon de voyage, entre guillemets. Parce que je pense que les 4 ans majeurs ont été très positifs et j'ai envie de me relancer, d'essayer d'appliquer ce que j'ai appris ici dans le cadre d'un autre projet. Et finalement, est-ce que vous souhaitez profiter de ce direct pour faire passer un message au peuple africain, au peuple congolais en général ? Bien sûr. Je pense que, bien entendu, la chose la plus importante en ce moment, c'est la santé. Donc moi, je leur souhaite d'être capable de passer ce moment difficile qu'on traverse tous de la meilleure manière possible au niveau de la santé. Je pense que c'est important d'être très discipliné. On l'a vu ici en Espagne, disons que la rigueur, la discipline au niveau de respecter les normes qu'on nous impose est très, très importante pour pas que la pandémie se prolonge. Et d'un autre côté, un message d'espoir dans le sens où je pense que c'est un continent avec un futur, je pense, brillant. Le Congo est un pays avec beaucoup de talent. Je réitère le message de dire qu'il faut qu'on donne les moyens dans tous les sens. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison de penser que parfois les crises sont aussi des opportunités. Et je pense que cette crise ouvrira des portes qu'on ne s'attend pas, autant pour l'Afrique comme continent, comme
pour le Congo, qui est mon pays et un pays auquel pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Eh bien, merci beaucoup Maheta pour votre temps. Ce fut un grand plaisir. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. À l'âge de 37 ans, on va quand même le rappeler, c'est assez exceptionnel. C'est extrêmement rare et c'est pour ça, moi, que j'estime qu'il est important aussi d'en parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Encore un grand merci à Maheta Molango pour sa participation. Il est important d'exposer des hommes comme ça aux yeux de l'Afrique. Mais il le dit lui-même, l'image que les gens ont de l'Afrique à l'étranger doit aussi changer. À mon avis, il a raison. C'est pourquoi je vous ai retrouvé ce discours qui résume très bien les défis qui sont posés à l'Afrique en général. Un discours que personnellement j'approuve à 100% et le voici. Bien que vous dénoncez une forme d'infantilisation de l'Afrique, mais de là à dire qu'il faut qu'elle se prenne en main et ne plus attendre d'aide de l'extérieur, vous savez bien que si on arrête de donner la béquille à un oiseau qui ne sait faire que la recevoir, il meurt. Non, mais l'Afrique, les Africains sont capables de vivre. Les Africains, à travers le temps, à travers l'histoire, ont montré qu'ils avaient traversé diverses épreuves. Le problème, c'est que nous avons imposé un mode de développement à l'Afrique. C'est cela. Développement, ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération. Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement par rapport à nos modèles. Alors, pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi ? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, les Afriques sont des partis communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie, ce n'est pas le manque de développement, c'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel et surtout un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier, aussi bien à Poutine qu'aux Chinois qu'aux Africains. Eh bien non. Ça se passe de commentaires. Maintenant, je vous laisse un peu de temps pour lire et déguster ce poème composé par Empire KDB, l'un des nombreux followers que j'ai sur cette page Facebook. Je vous laisse lire et on se retrouve de l'autre côté. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. J'espère que vous aurez apprécié cette diffusion. Sachez que ces prochains jours, je vais délaisser un petit peu l'actualité sur Internet, mais j'aborderai quelques sujets tout de même. Je dois aussi me concentrer sur du travail et des projets que je tiens à mener. C'est un moment décisif aussi pour ma carrière et mes ambitions personnelles. Vous le voyez, j'ai besoin de temps d'abord pour souffler un petit peu. Parfois, il faut aussi savoir prendre du recul. Je dois aussi me concentrer. Le 1er juin, à savoir lundi prochain, je reviens avec une très grosse annonce pour vous. Continuez de m'envoyer en privé les arnaques et les faux agents de joueurs dont vous avez été victime. Je recense tout et on travaille dans l'ombre. On en parlera un petit peu plus tard. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Sachez aussi
qu'on fera des éditions spéciales, la Team Africa, pour d'autres pays d'Afrique francophone. Ce qu'on fait, ça se construit pas du jour au lendemain, mais d'ici quelques temps, vous verrez les résultats. Merci encore de nous avoir suivis. Vive le foot et vive l'Afrique. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur la Team Africa. Salut à tous. C'est bien défendu par Mopé Bokali qui a emmené. Moi, je veux voir ces joueurs-là les commenter à la télévision en direct. Pour le Léopard. Et moi, je veux les voir chicoter. Et derrière, c'est Polo Mpoku qui va partir sur le côté gauche. Le Léopard du Congo-Kinshasa face à Karel Boti, la frappe. Et ça chicote à Sclessin. Le Congolais qui va donner l'avantage. Brita Sombalonga qui enfin va signer le 100e but de sa carrière. Avec le fameux Fimbu, la célébration congolaise. Passement de jambes, faute de corps, accélération, tout y passe, la défense trépasse. En direct. C'est en direct.